Hier et ailleurs, le rendez-vous avec l'histoire sur Guadeloupe Première. Hier et ailleurs, un magazine proposé par Éric Lefebvre. L'émotion est nègre comme la raison est hélène, disait Senghor. Au-delà de la polémique sérieuse qu'a pu susciter la célèbre assertion, la réalité historique est loin de la confirmer. En fait, ce qu'il conviendrait sans doute de dire, c'est qu'une très grande partie de la raison hélène tire sa source de la science africaine et des connaissances des savoirs accumulés par les grands savants de la civilisation égypto-nubienne, auprès desquels Thalès et Pythagore, entre autres, ont étudié. À l'occasion de la fête de la science, hier et ailleurs, s'intéresse aujourd'hui à l'origine africaine des mathématiques modernes. Jean-Philippe Omotunde, bonjour. Bonjour. Vous êtes, entre autres, directeur de l'Institut d'histoire à Nijart, ici en Guadeloupe. En Guadeloupe, effectivement. Et chercheur à l'Institut Africamat à Paris. À Paris. On connaît votre combat pour la reconnaissance de l'antériorité des civilisations africaines dans de nombreux domaines, dont celui de la science. On pourrait parler de médecine, on pourrait parler d'astrologie, on pourrait parler d'architecture et de bien d'autres disciplines encore, mais on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur les mathématiques. Quand on pense aux maths, il y a bien sûr des noms qui nous viennent à l'esprit, des noms de savants grecs, à commencer par Thalès et Pythagore, bien sûr. Mais leurs travaux et leurs découvertes doivent beaucoup, et c'est ce que vous répétez à travers la planète, j'ai envie de dire, avec votre bâton de pèlerin et également les sites internet. Leurs travaux, leurs découvertes, Jean-Philippe Omotunde, doivent beaucoup, pour ne pas dire tout, à leurs maîtres, qui sont, eux, qui étaient des savants égyptiens. Alors, vous savez, ce qu'il faut retenir, en fait, au niveau de l'histoire, c'est que la dynamique récente de l'histoire a organisé la marginalisation du monde noir de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Mais c'est quelque chose de récent. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'époque des Lumières, il y avait quand même des courants qui étaient totalement opposés aux courants plutôt xénophobes et racistes des Lumières. On peut citer Jean-François Champollion, qui a été très clair sur l'origine égyptienne, donc africaine des Égyptiens anciens. Victor Schellcher a fait une déclaration dithyrambique en disant que les Noirs étaient autrefois la civilisation la plus industrieuse, la plus inventive, qui a inventé l'écriture, les sciences, l'architecture. Ces déclarations de Victor Schellcher, justement pour bien spécifier le désir d'abolition en 1848. On peut citer des professeurs au Collège de France. Vous voyez, je pense à Émile Amélino qui a fait des fouilles et qui a dit, on doit l'admettre, la civilisation égypto-nubienne est une civilisation africaine. Donc on voit que même lorsque le comte de Volney va dire les Noirs, donc, qui sont aujourd'hui nos esclaves, sont quand même ceux à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Nous sommes en 1783 quand il fait son voyage en Égypte et qui découvre la vérité. Donc vous voyez, c'est ça la problématique du point de vue historique, c'est de se focaliser sur un point de vue et en faisant en sorte que ce n'est que le seul point de vue qui est médiatisé. Alors qu'il y avait un autre point de vue qui s'appuyait sur les sciences, vous voyez, sur vraiment le travail des anciens, les documents anciens, et tout ce qui concerne la traduction de manuscrits, autrefois écrits en grec, en égyptien ancien, en assyrien et autres. Et un certain nombre comme ça d'informations, de documents qui vont donc être plus ou moins passés sous silence pour gommer et effacer de l'histoire cette part africaine. Revenons-y, Jean-Philippe Omotunde. On se dit, c'est pourtant évident quand on regarde les pyramides, il faut déjà être très fort en calcul. Mais c'est-à-dire que ce qu'il faut bien retenir dans la construction des pyramides, c'est que les scientifiques disent que c'est comme si on avait décidé de construire Paris en commençant par la Tour Eiffel. C'est-à-dire en commençant par le plus compliqué. Parce que ce que les gens doivent bien comprendre, les pyramides, c'est le début de l'histoire, c'est pas la fin. Donc l'histoire commence par la construction des pyramides, maîtrise de l'orientation au niveau des 4 points cardinaux, maîtrise du nombre phi, maîtrise du nombre pi. Enfin, vous avez toutes les lois mathématiques qui régissent l'univers sont déjà dans la pyramide. Et on est, pour les plus anciennes d'entre elles, à moins... Ah oui, on est à la fin du 4e millénaire de l'ère ancienne. Donc on est près de moins 5000 ans avant Mais Jésus-Christ. il faut voir qu'on encense Khéops. Mais Khéops doit véritablement les calculs à son père qui est Snéfrou. Parce que Snéfrou a fait la même pyramide que son fils, sauf qu'elle est moins grande.
C'est ce qu'on appelle la pyramide rouge. Vous voyez, parce qu'on fait croire qu'il n'y a pas eu de gestation mathématique ayant mené à la pyramide parfaite. Non, il y a toute une lignée de rois qui, des siècles avant, ont fait des pyramides, ont tenté des expériences mathématiques, des expériences en architecture, jusqu'à trouver la forme parfaite. Et on va voir Jean-Philippe Omotoundé, puisque là, donc, on se situe en termes d'échelle de temps, on l'a dit, à partir de moins 5000 avant Jésus-Christ. Mais Totalement. on va même voir qu'on peut remonter bien au-delà. Ah oui, c'est-à-dire que... On le verra un peu plus tard dans cet entretien, si vous le voulez bien, avec cet os particulier, l'os d'Ishango. Vous en parlerez tout à l'heure. Restons encore un instant en Égypte. On l'a dit, quand on voit les pyramides, ça paraît donc évident qu'il y a là une maîtrise en termes de science, en termes de mathématiques qui est assez impressionnante. Et cette maîtrise, eh bien, elle va se diffuser. Cette connaissance, ce savoir, vont se diffuser et ceux qui vont en tout premier lieu en profiter, ce sont donc les Grecs. Ce sont les Grecs. Qui vont se former là-bas. Totalement, parce qu'il faut savoir que nos ancêtres avaient bâti une civilisation multimillénaire, mais qui, pour eux, était un peu la maison, le berceau de toutes les sciences. Et qu'il fallait, pour avoir une humanité capable de se hisser à un haut niveau de civilisation, qu'elle revienne à la maison mère pour acquérir les connaissances. Donc c'est pour ça qu'on trouvait totalement normal d'avoir des gens qui venaient de partout, qui passaient donc par les écoles scientifiques africaines et qui repartaient dans leur pays. Et ça a été le cas de Thalès. Il faut savoir, Thalès, c'est le premier Européen intelligent de l'histoire. Avant Thalès, on n'a pas d'Européen maîtrisant des théorèmes de science. Mais Thalès lui-même, lorsque Pythagore est venu le voir pour lui dire « je voudrais être votre disciple », Thalès lui dit « mais non, mais moi je reviens d'Afrique, hein. J'ai eu un professeur à l'université d'Héliopolis, que nous venez faire, va le voir de ma part, et il va te transmettre des éléments qui sont au-delà même de tout ce que je pourrais t'apprendre. » Et ça, c'est Jamblique, hein, qui est le biographe de Pythagore, qui nous raconte l'entretien entre Pythagore et Thalès. Et Thalès va être tellement convaincant que Jamblique vous dit que Manu Militari, qu'est-ce qu'il a fait Pythagore? Il a plié bagage et il a vendu ses biens pour financer son voyage et il est parti en Égypte. Il va rester une vingtaine d'années. Alors, il va rester 22 ans. Mais vous savez que la chose, c'est qu'attention, accéder à la connaissance, c'est être garant de l'ordre. Parce que nos ancêtres ne dispensaient pas la connaissance sans la manifestation de la sagesse. Et c'était là que se trouvait, je dirais, cette espèce de sas, qui fait que Pythagore va passer des années, par exemple, à balayer devant la porte des temples, donc pour prouver son humilité. Parce que vous savez que ce qu'il faut bien comprendre, nos ancêtres auraient pu faire 3 bombes atomiques au 4e millénaire. Hein. Parce que quand vous regardez le niveau de connaissances scientifiques qu'il faut pour faire les pyramides, nous parlons quand même de 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes assemblés sur une plateforme qui a des fondations. Parce que ne croyez pas que vous allez mettre une telle masse sans avoir préparé les fondations. Donc, c'est même pas la masse de ce qu'on voit. Il faut voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, vous vous dites, je vais mettre plusieurs centaines de milliers de tonnes sur une plateforme. Je dois faire un calcul pour faire les soubassements, pour ne pas que ça s'effondre ou ça s'enfonce dans la terre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, c'est de là qu'il va y avoir donc des années de préparation d'apprentissage, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans. Après vient la circoncision, parce que si vous n'êtes pas circoncis, vous ne rentrez pas dans le temple, et vous commencez un enseignement basé sur la théorie et la pratique. C'est-à-dire que quand on vous dit l'année fait 365 jours, vous allez constater chaque année l'évolution de la Terre. Donc chaque jour, l'évolution de la Terre par rapport au Soleil, par rapport à l'ombre, par rapport aux étoiles, par rapport aux constellations, par rapport aux signes du zodiaque. Et vous allez faire vous relever de jour en jour. Et vous allez comprendre que vous êtes parti d'un point A, vous avez fait un grand tour et vous êtes revenu à ce point A. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'était de la connaissance qui était, au-delà de la science, c'était des constatations scientifiques. Et des constatations scientifiques qui vont donc permettre d'élaborer un certain nombre d'outils mathématiques, lesquels outils vont donc être transmis, entre autres, à Thalès et Pythagore. Thalès d'abord, Pythagore ensuite. Thalès d'abord, Pythagore ensuite. Mais il faut savoir que les Grecs étaient très humbles, hein. Ne pensez pas que Thalès s'est permis de dire qu'il le disent, je suis allé là-bas apprendre. Mais totalement, Thalès n'a jamais dit qu'il a inventé un théorème et Pythagore... Aristote dit l'Égypte est le berceau des sciences des arts mathématiques. Non, ces gens-là sont très très humbles. Hein. Je vais vous dire une chose, hein. Les premiers afrocentristes, ce sont les Grecs. Hein.
Les Grecs vous disent toutes les connaissances que nous avons, des rituels religieux, l'Eucharistie, tout ça, mais ça vient d'Égypte, hein. C'est-à-dire que ce sont des afrocentristes, il faut bien comprendre ça. Je dirais, dire que, je sais pas moi, un tel est afrocentriste, non, quand même. On l'est beaucoup moins que les Grecs. Parce que quand vous lisez les Grecs ont fait de l'Afrique le centre du monde. Vous imaginez qu'ils vous disent que chaque année, ils emmenaient donc les divinités grecques en Afrique, parce que pour eux, Dieu ne recevait que des prières émanant des Africains. Et beaucoup d'autres peuples venaient donc à des moments précis en Afrique pour faire bénir leur chapelle, bénir. Faut bien comprendre dans quel contexte qu'on est. Hein. Regardez une chose, c'est pour ça qu'on se retrouve, juste pour la petite parenthèse, avec Moïse qui reçoit la sagesse divine dans les temples de Pharaon. Hein. C'est pas Pharaon qui a été chez Moïse pour dire à Moïse, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu peux me l'apprendre? Non, c'est Moïse qui vient en Afrique voir Pharaon pour lui dire, je voudrais apprendre à connaître Dieu. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes dans ce contexte-là. C'est-à-dire, les connaissances mondiales ont un berceau qui est l'Afrique noire. Et ça, c'est la science. J'en reviens aux pyramides, j'en reviens à l'Égypte et à cette transmission et à ce savoir. Thalès, Pythagore, triangle, rectangle, totalement. Etc., qui sont des figures géométriques qui sont, je ne vais pas dire sacrées, mais qui sont centrales, effectivement, pour les Égyptiens. Oui, c'est-à-dire que tout est perçu par rapport à des formes géométriques. La forme géométrique, elle est importante. Alors, pour vous expliquer un peu la pyramide, vous savez, la base de la pyramide, c'est un carré. Le carré, c'est 4. C'est la matière. La matière, l'énergie est très basse. Donc, la base 4 au niveau du sol, ça montre que c'est de l'énergie basse. Bon. Mais vous avez le côté qui est le triangle. Le triangle, c'est 3 côtés. Donc, c'est 3, c'est l'esprit. Donc, vous avez une base orientée par rapport aux 4 points cardinaux, avec 4 fois la face triangulaire, orientée aussi vers les 4 points cardinaux. Ça veut dire quoi? Le message ésotérique, c'est que dans toutes les directions de l'univers, l'esprit sera toujours supérieur à la matière. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a eu un choix, c'est de faire en sorte que les valeurs de la matière ne prennent pas l'ascendant sur les valeurs de l'esprit. Et ça a été manifesté 3 fois. Vous voyez? C'est pas pour rien qu'il y a 3 pyramides. C'est-à-dire 3 fois, donc valeur de l'esprit, on a manifesté par rapport à l'orientation des 4 points cardinaux, que la matière sera toujours maîtrisée par l'esprit. Et ça, c'est important de le comprendre. J'en reviens à Thalès et Pythagore, encore, Jean-Philippe Omotunde. Il y a un certain nombre de documents écrits, de papyrus, hein, puisqu'on parle de l'Égypte ancienne, sur lesquels on retrouve ces formules, ces graphiques, ces dessins. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun document de Thalès et de Pythagore, ça n'existe pas. C'était même des gens qui n'écrivaient pas de leur propre aveu. Par contre, quand vous prenez les éléments de mathématiques, dits de Thalès ou dits de Pythagore, vous avez un mathématicien africain qu'on appelle Yamessou, de son vrai nom, Yamès, et le nom du document c'est le papyrus Rhin, qui comporte plus de 80 théorème de mathématiques, vous retrouvez le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore et beaucoup d'autres théorèmes d'ailleurs. Voyez? Mais sauf que Yamès a vécu 1000 ans avant Thalès. C'est-à-dire que quand je vous dis que c'est un théorème africain, je vous montre un document qui date de 1650 de l'ère ancienne africaine. Avant Jésus-Christ. Et vous vous rendez compte que Thalès, c'est 600. C'est-à-dire 1000 ans avant Thalès, j'ai déjà consigné le théorème dit de Thalès. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de l'ego. C'est-à-dire l'ego prend le pas sur la vérité dans le monde occidental. Parce que qu'est-ce que ça coûte de dire que voilà, Thalès a été en Afrique à prendre un théorème qu'il a ramené en Grèce. C'est ce qu'ils disent tous. Ils le disent, tous. Vous nous l'avez dit aussi, tous les Grecs, y compris, on en a cité d'autres, y compris Platon, qui lui aussi rend hommage presque Platon, à chaque mais ligne. Plutarque même nous donne la liste de tous les professeurs africains que les étudiants grecs ont eu en Afrique. C'est par Plutarque qu'on connaît le professeur de Thalès, qu'on connaît le professeur de Platon. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tous ces documents-là sont su. On a des éléments sur les enseignements qu'ils ont reçus. On sait même où. Mais on sait où, dans quel temple. Strabon a visité la chambre d'étudiants de Platon et de Dox. Strabon, le géographe grec, a dit « J'ai visité, quand je me suis déplacé, j'ai vu la chambre universitaire de Dox ». Dox a étudié les mathématiques pendant 13 ans, avec Platon qui étudiait la philosophie. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans des données précises. Vous voyez ce que je veux dire par là? On n'est pas dans du fantasme, on est dans de la précision. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là où il y a encore
je dirais, en ce qui me concerne, des griefs que j'exprime vraiment très clairement, c'est que nos ancêtres sculptaient les étrangers qui venaient chez eux étudier. Au lieu on aurait fait une photo aujourd'hui ou un selfie, oui. À l'époque, on faisait une statue. Nous avons la statue de tous les Grecs qui sont venus en Afrique. Et le monument a été fait par Nectanebo qui est l'un des derniers pharaons, qui a fait un monument qui s'appelle l'Exédra. Et sur l'Exédra, en arc de cercle, vous avez une statue de tous ces Grecs qui sont venus en Afrique. La question c'est, vu que c'est une équipe française qui a fait les fouilles, pourquoi on ne nous montre pas la vraie tête de Thalès, la vraie tête de Pythagore, la vraie tête de Platon? Parce qu'on vous montre une tête, mais c'est pas la vraie tête. Hein. C'est-à-dire, vous tapez sur Google, Pythagore, vous avez un truc, c'est un truc qu'on a pris au hasard, on a dit, bon, allez, on décide que ça c'est Thalès, on décide que ça c'est Pythagore. Mais moi je dis que c'est une équipe française qui a fait des fouilles. Ils ont fouillé donc le parterre de Nectanebo, qui est l'Exédra, et l'Exédra, il y avait donc les statues de tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que Thalès est un Cananéen, parce que Pythagore de Samos, c'est pas Canaan, on dit Asie mineure, mais tout ça c'est cananéen. Thalès de Milet, c'est cananéen. Et vous savez que les parents de ces gens-là, c'était des Cananéens. Les parents, parce que le papa de Pythagore, tout ça, faisait déjà du commerce en Égypte, parce que c'était des commerçants. Mais c'était des Cananéens. Bon, maintenant, quand vous prenez les statues de l'époque, on a fait des fouilles à Canaan, en Phénicie, on a trouvé les statues, vous voyez les grandes tresses africaines, mais je peux vous montrer les statues. On a fait. Donc vous comprenez pourquoi, au-delà du mythe, parce que moi, je vous dis une chose, Thalès n'était pas un Grec blanc. Parce qu'avant l'arrivée des Grecs, il y avait des Noirs qui vivaient en Grèce qu'on appelle les Pélages. En 2000, il y a eu un test ADN qui a été fait par le laboratoire de biologie moléculaire d'Espagne et le laboratoire de tissus moléculaires de Macédoine. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que la séquence d'ADN des Grecs d'aujourd'hui est quasiment identique à la séquence d'ADN des Noirs, tels que les Oromos, voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Soudanais d'aujourd'hui. Donc, quand on a essayé de comprendre, mais comment ça se fait que, alors que ces gens-là, il faut bien comprendre une chose, parce que là, c'est pas de l'ordre du fantasme. Moi, j'ai acheté l'étude. J'ai l'étude, je peux vous la passer. L'étude ADN des Grecs dit que non seulement 30% de la population grecque est assujettie à la drépanocytose, sur le plan politique, la Grèce est le premier pays européen à aller au FMI, alors que le FMI ne concernait que les pays africains jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il faut savoir une chose qui est quand même extraordinaire, c'est que les Grecs avaient toujours dit qu'il y avait des populations noires qui vivaient en Europe, avant leur arrivée, qu'ils avaient appelé les Pélages. Et c'est pour ça que John Borman, qui est le plus grand archéologue anglais, quand il a demandé à ses élèves de ramener des objets du premier corpus artistique des Européens, qui sont les vases athéniens à figure noire, il n'a pas compris pourquoi les élèves lui ont dit « on a des textes, mais on n'a pas de photos ». Donc il a pris une année sabbatique, il a été dans tous les musées du monde et il a fait des photos. Et c'est là que vous découvrez quoi? Que ce qu'on appelle la proto-histoire de la Grèce, c'est le moment où les vagues européennes sont arrivées alors qu'il y avait des populations africaines et vous avez donc soit des métis, soit des noirs, soit des blancs. C'est-à-dire qu'il y a un moment de juxtaposition des deux. Et c'est ça qui explique que jusqu'à aujourd'hui, les Grecs sont assujettis à la drépanocytose, alors qu'on dit que c'est quelque chose qui concerne directement les Africains. Et on sait à travers l'histoire les liens très étroits qu'il y a eu effectivement entre la Grèce et l'Égypte, entre les Grecs et les Égyptiens, puisque les derniers pharaons, oui. les Ptolémées viennent de là-bas. Mais regardez une chose, la civilisation même que vous avez en Grèce, mais les Grecs racontent que c'était des familles africaines qui sont parties en Grèce parce que tout simplement, il y avait des liens avant entre les Noirs qui étaient en Grèce et les Noirs de l'Égypte. On a, et vous le disiez et ça, c'est important de le souligner. On a, Jean-Philippe Omotunde, une liste, un listing, le who's who des meilleurs profs égyptiens de l'Antiquité. On a cette liste et on sait avec qui tel savant grec. Les Cnumnéfères, que les Grecs vont appeler Conufis, les Sonchis, c'est Séancnéfères. Les universités cotées de l'époque, c'est naturellement celle d'Héliopolis, mais celle de Memphis. Vous voyez, Mennefer, Younou, donc pour Héliopolis. Parce que les Grecs vont surtout rester dans le delta.
voyez. Mais c'est vraiment là que, je dirais, ils vont prendre souche sur le plan intellectuel. Et c'est cette présence grecque qui va inventer le mot Égypte. Il faut savoir que l'Égypte, aucun noir n'a jamais appelé ce pays-là l'Égypte. Hein. C'est-à-dire, c'est les Grecs qui vont inventer ce mot à partir d'un temple Utkapta, qui était le temple de l'âme de Dieu, qui était un temple qui était à Memphis, donc une église en fait, un temple. Et ils vont affecter, donc Utkapta va donner Égyptos, et Égyptos va donner Égyptos, Égyptos va donner Égypte. Vous voyez ? Mais aucun roi, aucun souverain africain ne s'est jamais levé pour dire « je suis pharaon d'Égypte ». Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Jean-Philippe Omotunde, on l'a vu, les mathématiques remontent donc à bien avant Pythagore et Thalès. Cette maîtrise de l'outil remonte à bien avant, mais on pourrait se poser la question, ces savants égyptiens eux-mêmes, d'où tenaient-ils ces savoirs et ces connaissances ? Et c'est là qu'on en revient à ce fameux os d'Ishango. Alors, Ishango, c'est dans le Congo. Mais totalement au Congo, au nord-est du Congo. Mais vous savez, en fait, si découvert par une équipe belge. Totalement. Mais vous savez, en fait, pour vous dire les choses... On va le dire, parce que les auditeurs ne le savent pas. C'est un petit bout d'os d'une vingtaine, une dizaine de centimètres, voilà, sur lequel il y a des encoches. Des encoches qui sont bien alignées. Totalement. Ça ressemble à une... Alors, est-ce que c'est une ardoise sur lesquelles on a compté ? Est-ce que c'est une espèce d'ancêtre de la calculatrice ? C'est un petit peu comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Jean-Anzin de Brocourt, qui est un archéologue belge, il tombe sur cet os, il est tombé sur beaucoup d'objets. Hein. Vous savez, en 1962, il a fait une conférence aux États-Unis où il a démontré que, par exemple, le chiffre 1 mathématique, c'est la symbolique du harpon. Quand on fait un 1 mathématique, on dessine un harpon. Parce que dans la tradition, jusqu'à l'Égypte antique, quand on fait le chiffre 1, c'est roi. Et roi, c'est un harpon. Vous voyez, on appelait le harpon roi qui a donné les valeurs mathématiques. C'est très important ce que je dis. Parce que vous savez, on voit aujourd'hui un métier tel que la pêche. On oublie que quand même, c'est les pêcheurs qui ont apporté à l'humanité le système mathématique. Parce que l'os Ishango, c'était des pêcheurs. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et ces pêcheurs vont inventer quoi ? L'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Qu'on retrouve sur cette tablette mathématique d'Ishango. Alors, avec un système déjà de base 10, il y a les deux, il y a base 10 et base 12. Plus les nombres premiers, entre 10 et 20 dans le bon ordre. Alors, vous comprenez bien et ça, alors ce qui est étonnant, c'est que cet os, quand on recherche à quand remonte-t-il, datation, on est autour de moins 40 000. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on est aux alentours de moins 25 000 pour l'os d'Ishango, mais il y en avait un autre, qui est l'os de Lemombo, qui remonte, lui, à moins 40 000, qui a été trouvé dans le Swaziland, dans les années 70, cette fois-ci. Et celui-là, vous prenez n'importe quel ouvrage sur l'histoire des mathématiques, ça commence par le Swaziland. Parce que là, c'est-à-dire, tout le monde dit, la première fois que l'humain a compté dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire a fait une addition, c'était donc au Swaziland. C'est ce qu'on appelle l'os de Lemombo, puisque c'était les montagnes de Lemombo. Maintenant, la particularité de l'os d'Ishango, c'est que les traits représentent des valeurs mathématiques. Or, les traits représentent toujours des valeurs mathématiques dans le code barre d'aujourd'hui. Donc, on voit que la modernité de la préhistoire africaine rejoint notre modernité aujourd'hui. Mais ça montre aussi qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Comment pourriez-vous imaginer que les mathématiques sont nées avant l'écriture ? Mais quand je parle de mathématiques, c'est pas simplement 2 et 2 font 4. Hein. C'est-à-dire des mathématiques abouties qui apparaissent avant l'écriture en elle-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, après, on voit que la géométrie, elle apparaît en 80 000. Donc, 80 000 de l'ère ancienne africaine à Blombos, en Afrique du Sud. Parce qu'on a trouvé, pour la première fois, ce qu'on appelle donc les constellations de triangles. Donc, non seulement la forme triangulaire, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette constellation de triangles est utilisée aujourd'hui pour faire le GPS. Parce que le GPS est un système de triangulation. Et la pierre de Blombos, qui date de 80 000, est un système de triangulation. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'industrie, c'est-à-dire le fait de... Tout le monde dit que les hommes ont fait les bifaces en prenant une pierre, en tapant dessus pour la tailler. Non, on découvre qu'en moins 160 000 de l'ère ancienne africaine, l'homme moderne africain avait déjà compris qu'il fallait chauffer la pierre à une certaine température. Et arriver à cette température, quand on la prend, eh bien, la pierre se taille plus facilement. Et vous vous rendez compte que cette technique, cette industrie arrive en Europe en 20 000.
Là, nous sommes en moins 164 000 et nous l'avons déjà en Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que quand je fais des colloques à travers le monde, si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez même tomber dans les pommes. Hein, parce que, non, mais il faut bien comprendre une chose. Vous voulez que je vous dise la dernière ? Le CNRS a fait des fouilles en Afrique du Sud à Dieplof. On a trouvé des traces d'écriture remontant à moins 60 000. C'est-à-dire que vous avez des œufs d'autruche sur lesquels la personne a écrit son nom pour dire c'est mon œuf. Nous sommes en moins 60 000. C'est codifié, certifié dans le journal du CNRS. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même plus discuter de l'Afrique sans faire attention à ce que vous dites. Parce que c'est une raclée. Quand je vous dis une raclée, et ça c'est le minimum qu'on puisse dire, parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Vous prenez le bistouri. Le bistouri que vous utilisez à l'hôpital. Je peux vous montrer le bistouri dans le temple de Kwambo. Le même bistouri. Vous prenez le stéthoscope. J'en parlais à un médecin qui lui-même a mené son enquête. Mais le stéthoscope qu'on vous présente aujourd'hui existait déjà en Égypte antique. Quand vous dites aspirine, aspirine dans le dictionnaire égyptien a un déterminatif de la pilule. Quand vous dites par exemple rédiger une ordonnance, aller voir son médecin, tout ça existe en égyptien ancien. D'ailleurs, vous évoquez les soins, la médecine. La première femme médecin, oui, Pécéchette, c'est dans l'Égypte. 2700 de l'ère ancienne. 2700 de l'ère ancienne. Elle n'est pas seulement médecin, c'est-à-dire qu'elle est chef des médecins, elle forme les médecins. Elle est chef des médecins, chef des prêtresses. Et chef des prêtresses et physicienne aussi par la même occasion. Donc vous vous rendez compte que là, nous sommes dans quelque chose qui est totalement extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? Parce que en ce moment, je fais la fête des sciences. Et j'ai voulu, dans le cadre de la fête des sciences, présenter aux élèves, mais surtout aux professeurs, ce qu'on appelle les mathématiques africaines. Je suis avec des enfants et je me retrouve, je dirais, dans un univers où il faut dire un minimum de vérité à l'enfant. C'est lui dire, tu sais, dans la culture africaine, il y a un nombre d'algorithmes pour faire les calculs qu'on n'a pas encore recensés pour le moment. Je ne peux pas te dire s'il y en a 50, s'il y en a 200, s'il y en a 1000. Mais la chose, c'est qu'on va en voir au moins 6, 8, 10. Et l'enfant, quand on a terminé un système, je passe à un autre système, mais toujours avec les mêmes chiffres. Simplement pour lui montrer, tu sais, en fait, la science, c'est comme un pas de danse. Quand tu danses, tu fais plusieurs mouvements. Les mathématiques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent te faire croire que les mathématiques, c'est un pas de danse où tu répètes toujours le même pas. Quand tu as une multiplication à faire, il y a un seul algorithme pour le faire. Moi, je te montre que les algorithmes, il y en a plein, en fait. Même quand tu fais des tresses africaines dans tes cheveux, c'est un algorithme mathématique que tu as fait. Et cet algorithme mathématique, il faut que tu en prennes conscience. Parce que c'est ça qui bâtit la technologie d'aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, mon très cher. Vous prenez le code binaire informatique que nous utilisons aujourd'hui. 1, 0. Voilà. Qui a utilisé la base 2 ? Mais c'est les mathématiques qu'on a utilisées pour construire les pyramides. C'est consigné dans le papyrus de Yamessou. Je peux vous montrer les exercices de maths dans le papyrus de Yamessou. C'est la programmation de l'ordinateur d'aujourd'hui. Et pourquoi on a retenu les mathématiques africaines ? Parce que ce sont les seules mathématiques. Vous faites les 4 opérations avec le seul et même algorithme, c'est-à-dire l'addition. Vous imaginez, vous faites une division par une addition, vous faites une multiplication par une addition. Mais c'est quoi ces mathématiques ? C'est-à-dire, c'est des mathématiques d'une autre planète. Et c'est ça, les mathématiques africaines. Vous avez l'impression de quitter la planète Terre à un moment, et vous savez plus où vous êtes dans l'espace. Parce que quand vous montrez qu'une coiffure africaine, une tresse africaine, vous permet d'avoir le résultat d'une opération en mathématiques, vous dites, mais on est où là ? Parce que la chose, c'est que moi, je vois ce matin, j'ai reçu des enseignants ce matin à Réminansota, parce que nous avons pris l'espace de Réminansota. J'ai fait les exercices avec les enfants, avec toute l'équipe d'Anijar, de l'Institut d'Histoire Anijar. Mais à un moment, les enseignants se sont dit, mais attendez, mais c'est quoi cette affaire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs algorithmes pour faire les mathématiques. On peut partir de l'élément de culture tel un tissu africain et montrer que ce tissu africain repose sur un calcul. Je dis, mais c'est ça. Sauf que le problème, c'est quoi, mon très cher ? Tout le monde l'a vu, sauf nous. Moi, je fais des colloques à travers le monde. Je vois des choses où on ne parle de la culture du monde noir que dans le domaine des sciences. Et quand on est ici, on n'en parle que dans le domaine, voilà, c'est de l'art, c'est de la cystique, c'est à l'habitude, c'est ça. Mais on a du mal à voir encore pour le moment que c'est de la science. Et les enseignants qui sont venus ce matin ont constaté une chose. Les enfants ont applaudi. Et eux, ils se sont dit, mais c'est quoi cette affaire ? Vous voyez l'affaire ? Et ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut se revoir de manière à faire en sorte qu'avec des enseignants, on puisse vraiment nous prendre le temps de nous expliquer ça ?
Parce que, vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire, en fait, dans le fond. C'est que la culture noire, c'est une culture forte. Comme c'est la souche de toutes les cultures, les autres cultures se rendent bien qu'elles doivent à cette culture-là. C'est la maman qui débarque. Et quand la maman, elle débarque, voilà, elle parle fort, elle fait tout ça. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On voit arriver la diversité des modes d'expression de cette culture, y compris dans le domaine scientifique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jean-Philippe Omotunde, merci d'être venu réconcilier en quelque sorte émotion et raison avec toute votre passion. Merci d'être venu nous présenter ces mathématiques africaines. Voilà, on retrouve tout ça sur le site de anijar.com, ANYGRT. Merci encore Jean-Philippe Omotunde. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Hier et ailleurs, réalisé par Frédéric Soundraya. Numéro que vous pouvez retrouver très prochainement, très rapidement sur le site internet de Guadeloupe Première et puis également commenter sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine.